Il y en a qui sont fermés. Bernard, tu viens de publier un ouvrage sous le titre « La Troisième Guerre mondiale est sociale ». Ce n'est pas un peu excessif comme titre ? J'ai délibérément retenu ce titre qui correspond, de mon point de vue, tout à fait à la situation, et le mot « guerre sociale » est utilisé pour plusieurs raisons. D'une part parce que nous sommes mis en concurrence, comme l'ensemble des travailleurs du monde, par le moins-disant social. C'est un thème récurrent et d'actualité aujourd'hui avec le projet de loi El Khomri, ou plutôt le projet de loi travail concernant la France, mais nous avons des approches synonymes. Le mot guerre parce qu'il y a d'énormes victimes par cette mise en concurrence. Et dans les chiffres d'analyse que je donne sur la photographie sociale du monde, peu savent par exemple qu'il y a 2 300 000 travailleurs qui décèdent chaque année du fait du travail, soit par accident du travail, soit par maladie professionnelle. Les conséquences sociales de cette mise en concurrence aboutissent à une dégradation des conditions de travail. Et puis aussi, je reprends au travers du mot guerre, le langage largement utilisé par les entreprises. Nous sommes en guerre économique, nous sommes en guerre technologique, nous sommes en concurrence internationale. On s'efforce même de mettre des salariés d'une même entreprise en concurrence entre eux par des principes de rémunération au mérite, à la performance. Donc on est vraiment dans les termes guerriers. Et puis enfin, ce qui a milité pour retenir ce titre, c'est aussi l'histoire de l'Organisation internationale du travail, qui a été fondée en 1919, justement sur les décombres de la Première Guerre mondiale, avec cette orientation politique adoptée par les États, selon laquelle c'était par la promotion de la justice sociale dans le monde qu'on était susceptible d'éviter au maximum que se renouvellent des guerres internationales ou des guerres opposant différents peuples. C'est donc par la justice sociale que la promotion de la paix peut être le mieux assurée. Cette orientation a été réaffirmée après la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement, ça n'a pas suffi pour éviter cette deuxième guerre, avec une déclaration en 1944, la déclaration dite de Philadelphie, où les États remettent en avant la nécessité de promouvoir la justice sociale. Et le fait qu'on s'en éloigne progressivement, décennie après décennie, en priorisant... Tu parles même de fossé entre cette déclaration de principe et puis la réalité constatée. Oui, parce que les États, parallèlement, alors qu'ils font une déclaration, je dirais, plutôt progressiste, c'est par le progrès social que la paix pourra être assurée, dans le même temps et progressivement, ils confient à d'autres institutions, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, des prérogatives qui ne permettent pas à ce que dans les activités on intègre le respect des normes du travail et la promotion de la justice sociale. Donc il y a une part d'hypocrisie de la part de ces États qui affichent une volonté de justice sociale d'un côté, mais qui créent des mécanismes économiques et financiers qui s'en éloignent et qui prennent le pas sur les objectifs sociaux. Dans ce cadre, effectivement, qu'on peut qualifier de guerre, quel est et quel peut être le rôle de l'OIT ? L'Organisation internationale du travail, qui est une agence de l'ONU, a justement pour vocation d'approcher l'ensemble des politiques au plan international sur la base d'un mandat des États. Il n'y a donc pas d'instance plus ouverte que celle-là, alors que parallèlement les plus riches se sont organisés en G20 pour prétendre piloter le monde au titre des pays les plus riches pour l'ensemble de la planète. Donc cette institution de l'ONU, dans laquelle siègent les travailleurs, et j'y suis un des 14 représentants titulaires au nom des travailleurs français, est la seule institution où les travailleurs ont voix au chapitre. Nous avons vocation à produire des normes internationales du travail et à veiller à ce que les États les appliquent sur leur propre territoire. Là où je pointe aussi les limites de ce processus, c'est qu'aujourd'hui les multinationales prennent un pas prépondérant dans l'organisation de l'économie internationale, bien au-delà de la capacité des gouvernements eux-mêmes. Il y a aujourd'hui un travailleur sur 5 qui travaille pour des multinationales. Elles sont au nombre de 500 000 à peu près. Et donc il est nécessaire que cette institution, au-delà de contrôler les décisions, les lois, les règlements des États, puisse aussi contrôler dorénavant la manière dont les multinationales exercent leur activité, parce que ce sont elles qui tirent le plus grand profit, au vrai sens du terme, de cette mise en concurrence des travailleurs sur les différents continents. Justement, l'OIT, comme producteur de normes internationales de protection des travailleurs, que pense le représentant de l'OIT du projet de loi travail qui fait autant de bruit en France ? Alors c'est naturellement un très mauvais signal pour l'ensemble de la communauté internationale. En même temps, le fait qu'il y ait une résistance syndicale très importante depuis plusieurs mois
est aussi un bon signal pour l'ensemble des syndicalistes du monde entier, qui voient que tout cela ne se fait pas dans la joie et la bonne humeur, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est un très mauvais signal parce que la France, quoi que l'on puisse en penser, malgré des dégradations sur les droits sociaux nationaux, fait partie à l'échelle mondiale des pays repères du point de vue des droits. Nous avons un système de protection sociale, la sécurité sociale, or il y a 73% de la population mondiale qui n'a pas de système de protection sociale. Nous avons une reconnaissance du droit de grève dans la Constitution. Il y a aujourd'hui la moitié de la population mondiale qui vit dans des pays où le droit de grève, la liberté syndicale n'est pas reconnue dans les législations nationales. Nous avons un système de retraite. Un travailleur sur deux dans le monde n'a pas de retraite. Nous débattons de la nature du contrat de travail, des conventions collectives. Il y a aujourd'hui un travailleur sur deux dans le monde qui n'a pas de contrat de travail. Autrement dit, où le temps de travail, la rémunération n'est pas fixée, le volume de travail et naturellement où les conditions de travail ne sont absolument pas encadrées. Donc, ce très mauvais signal, c'est tout simplement le fait que la France, parmi les pays les plus développés du point de vue des droits, c'est le fruit de notre histoire politique et syndicale et le fruit des luttes syndicales qui nous ont permis d'acquérir les congés payés, le système de protection sociale, l'ensemble des droits d'aujourd'hui. Le fait que la France, parmi les pays les plus développés du point de vue des droits, lance un signal de régression est naturellement très négatif sur la bataille qui consiste à élever les droits de ceux qui en ont le moins possible, parce qu'une des manières de lutter contre cette mise en concurrence, c'est certes résister pour ne pas avoir de recul de nos propres droits sur notre territoire, mais c'est aussi, et surtout, j'aurais tendance à dire, faire en sorte que les pays les moins développés puissent à leur tour acquérir des droits sociaux. Et pour ça, il faut des repères et des pays qui soient plus avancés. C'est ça qui est en train de remettre en cause, en quelque sorte, le gouvernement français. C'est une sorte de poste d'observation et d'initiative que représente l'Organisation internationale du travail. Là où tu es, est-ce que néanmoins, dans ce tableau sombre, tu repères des éléments de confiance? Moi, ce que je remarque, c'est que la volonté des travailleurs de s'organiser, de résister, d'agir contre cette logique de mise en concurrence, cette logique capitaliste poussée à l'extrême, cette capacité de résistance est très répandue. On a parfois peu écho dans notre pays, et dans des conditions parfois difficiles. Il y a des pays où les syndicalistes sont menacés de mort, tout simplement, dans des pays d'Amérique centrale, en Asie, mais aussi en Afrique. Et malgré ces menaces, malgré ces conditions très très difficiles pour s'organiser collectivement, militer, essayer de faire pression, reconnaître déjà le fait syndical et obtenir des négociations pour améliorer le sort des travailleurs, c'est omniprésent dans le monde. Et quand on regarde les résultats économiques, cet accroissement des inégalités, je me dis aussi que confronter un système économique qui n'est pas durable, il n'est pas durable du point de vue du développement humain, il n'est pas durable du point de vue de l'environnement, cette capacité de résistance, je pense, est le meilleur facteur de confiance pour l'avenir. Résistance, guerre, on retrouve des termes familiers. Oui, et ne nous cachons pas que nos interlocuteurs patronaux, gouvernementaux, sont les premiers à utiliser des termes violents, voire des attitudes violentes, quand les gouvernements s'apprêtent à interdire tout simplement des manifestations qui expriment un désaccord vis-à-vis d'une politique économique ou d'une politique sociale, c'est tout simplement la démocratie qui est menacée. Merci Bernard. Merci.